Bonjour à tous et bienvenue sur Saboukine, le podcast qui interroge la place du livre dans la société. Au coin d'une étagère, sur une table de chevet, dans une bibliothèque ou parfois même aux toilettes, il passe inaperçu mais envahit la plupart des foyers. Oui, vous l'avez deviné, je parle du livre. Le livre est vecteur de partage, de transmission et de passion. Dans ce troisième chapitre, nous allons nous intéresser aux actions de médiation autour du livre, à sa transmission et aux diverses manières d'amener les publics éloignés à la lecture. Moi j'adore la médiation, franchement. Corinne Bellet, comédienne et bibliothécaire. J'adore être au service de choses qui me dépassent, que sont les livres, des pièces de théâtre, des ballets, de danse contemporaine ou classique, et de devoir défendre, expliquer, sans trop expliquer. Moi j'ai eu la chance, moi j'ai grandi à Coqueriville et j'ai eu la chance d'avoir un excellent enseignant en 6e qui m'a fait découvrir Molière. Je le cite, c'est Monsieur Gomez, Monsieur Isidro Gomez, qui m'a parlé de Niemeyer, qui nous a parlé en 6e de Niemeyer, qui n'était pas encore sorti des murs, alors que j'y ai travaillé après en tant qu'assistante à la mise en scène, en tant que comédienne. M'a transmis l'amour de la lecture, l'amour du français, et je me dis qu'une rencontre pour chacun, moi, si je peux avoir été la rencontre de 2-3 personnes dans mon existence, ce sera déjà pas mal. C'est marrant parce que je crois que c'était hier, je regardais un film qui parlait de Salinger. Chana Haddad, autrice. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pour qui j'écris? et je me suis dit, mais j'aimerais pouvoir écrire pour les jeunes. J'aimerais pouvoir écrire pour des gens de mon âge, en espérant toujours de trouver une modernité pour les gens de mon âge, parce que en fait, les gens de mon âge, c'est aussi moi. Donc je pense que la transmission, elle, en fait, quelque part, elle se fait de moi à moi. Évidemment qu'il y a toujours l'idée des lecteurs. Mais c'est une entité qui n'existe pas. Elle est complètement fictive. Donc, et de toute façon, l'écriture... moi, comme j'écris surtout de la fiction... surtout... pour l'instant, j'écris qu'un livre, mais j'espère écrire de la fiction. Il y aura toujours quelque chose de fictif qui s'installera à la fois autour du processus, à la fois autour du lecteur, à la fois dans la transmission. Donc cette transmission, ça s'apparente à un lecteur fictif, mais j'aimerais aussi que le lecteur qu'il y ait une jeunesse dans ce lecteur-là. Mais le lecteur peut avoir 60 ans et avoir une jeunesse. Je sais comment vous dire. Quand je dis que ça se transmet de moi, que je transmets à moi-même, c'est-à-dire que, en fait, concrètement, quand j'ai écrit Tony tout court, j'avais l'impression de parler à un double. Donc le double, c'est moi. Comment les bibliothécaires partagent-ils les livres qui les passionnent ? On part du principe que c'est subjectif. Donc chaque chronique ou coup de cœur est signé. Olivier Aventin, bibliothécaire. Dans mon équipe, on a tous des goûts littéraires un peu différents. Donc c'est ce qui nous permet aussi de ne pas avoir de complexe ou de réserve. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas à l'objectivité. Donc quand on conseille quelque chose, c'est les coups de cœur de machin, c'est les coups de cœur de machine. Et comme ça, les gens aussi, ça leur sert de repère. C'est-à-dire... s'ils ont détesté les bouquins que moi j'avais aimés, ils vont peut-être arrêter de suivre mes conseils. Par contre, s'ils ont aimé ceux de ma collègue, ils vont continuer dans en suivant les conseils de ma collègue. Donc voilà comment ça se fait. Après, oui, c'est vraiment vouloir partager et faire connaître un texte qu'on a aimé et qui nous a apporté quelque chose. Je crois que c'est ça le critère. Moi, quand je tombe sur un texte qui ne m'a pas spécialement plu, non, je ne le conseille pas, quoi. J'ai des scrupules à déconseiller un livre encore. Mais ou alors je le fais en off. Moi, je suis une passionnée de nature, donc humainement parlant. Mélanie Louiset, bibliothécaire. Donc, quand un livre m'a animée, j'ai cette facilité à aller convaincre l'autre de lui dire non, faut que tu le lises. Et de toute façon, je leur mets dans les mains, donc ils n'ont pas le choix. Je crois que c'est en parlant, en écrivant. J'écris beaucoup sur mes lectures aux gens à qui j'écris. Et puis après, je crois que d'un point de vue plus restreint pour ma fille, je crois que c'est en lisant que je vais donner envie de lire. En lisant devant elle, en fait. Oui. Je pense qu'après, il y a l'imitation. Je pense que si j'avais dit, il faut que tu lises, vas-y, lis, allez, vas-y, lis, je pense qu'elle n'aurait jamais lu, quoi, en fait. Je lui ai jamais dit de lire, en fait.
Avant de lire seul, la lecture est un moment à partager avec les plus grands. Tu te rends compte, la gamine ne peut pas lire et du coup, elle voit juste les images et toi, tu peux mettre des mots sur les images, donc tu l'emmènes dans un imaginaire. Isabelle Ferron, comédienne. Donc tu lui décris, tu lui donnes la main, quoi, tu l'accompagnes. Donc ça m'arrive aussi de lire à mes élèves de théâtre, des fois je lis des petits extraits, des machins, des trucs, voilà, pour leur donner envie de lire ou des choses comme ça m'arrive. Je pense que le fait de faire découvrir les livres aux petits, les inciter. Ma fille, elle avait des livres, enfin mes filles d'ailleurs, déjà en plastique dans le bain, ou des choses comme ça. Je pense que c'est une véritable ouverture sur le monde et sur les autres. Et bon, franchement, je crois que plus un gamin lit tôt, est intéressé par les livres et voit ses parents lire, et plus il sera ouvert au monde, je pense. En devenant lecteur aguerri, on peut avoir l'envie de transmettre, de débattre ou d'échanger autour de nos lectures. Les cafés littéraires sont des moments dédiés à cela. Le chat bleu, un vin des livres, c'est parler de bouquins entre gens qui aiment ça. Catherine Emery-Bernet, éditrice. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est capacité de raconter quelque chose sur un livre qu'on a aimé en général. Rarement contre un bouquin qu'on a détesté. Enfin, ça a pu arriver, mais c'est très rare. On se rencontre normalement une fois par mois. Moi, j'apporte en général 3 livres que j'ai lus, dont je parle un peu. C'est ceux qui, sur le blog, apparaissent en premier. Je ne donne pas mon avis, mais a priori, si je les mets, c'est que je considère que c'est intéressant. Je ne crois pas avoir fait de post avec des choses qui, pour moi, n'étaient pas intéressantes. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Enfin, casser un bouquin, en plus, si j'aime pas moi le bouquin, si ça se trouve, quelqu'un l'aimera. Enfin, voilà. Donc, c'est pas tellement sur... le fait d'en parler veut dire que ça a un intérêt pour moi. Et je raconte un peu l'histoire, mais un peu seulement pour que, que quelqu'un soit pas déçu parce qu'il sait tout. Et voilà. Donc, moi, je fais ça. Je mets en loterie les 3 bouquins ou un bouquin. Et donc, les gens qui sont présents ont eu un numéro et on tire au sort et quelqu'un repart avec un bouquin qui lui est offert. J'en lis suffisamment, il y en a suffisamment encore chez moi qui sont à lire pour que ce soit pas un problème. Et puis, voilà. Et après, c'est chacun qui parle de ce qu'il a aimé, de ce qu'il a lu. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui font des réunions comme celle-là en imposant un bouquin. Moi, ça m'ennuie un peu. Je sais qu'il y a des gens qui sont très contents de ça, mais moi, j'aime mieux qu'il y ait plein de possibles et que chacun vienne avec ce qu'il aime et qu'il ait envie de laisser une trace. Et donc l'idée, et là, on en a... Alors, il y a des fois où on est 40, c'est rare. Il y a des fois où on est 10. Avec le Covid, il n'y a rien eu pendant un certain temps. Et le plaisir, c'est de savoir que quelqu'un là qui vient de revenir, qui n'avait pas le temps, mais qui tout d'un coup le prend, me dit, écoute, j'ai regardé ton blog et ça m'a donné plein d'idées pour Noël que j'aurais pas eu autrement. Et ce qui est très très bien, et c'est peut-être un petit peu moins vrai maintenant à cause de tout ce temps du Covid, c'est tous ces gens qui, au bout d'un moment, commencent à se connaître suffisamment pour dire « Ah oui, mais si elle aime ça, je pense que ce livre, moi aussi, je vais l'aimer. » Dans une librairie, des moments consacrés à la transmission et à la promotion d'ouvrages existent aussi. Et puis à l'organisation d'événements, qui est évidemment un très bon moyen de mettre en avant, là encore, un ouvrage précis. C'est souvent le cas, un auteur, un thème, une maison d'édition, pourquoi pas. Serge Van Stock, libraire. Et donc ça, l'organisation d'événements est souvent considérée par les libraires indépendants comme assez constitutive de leur métier. C'est-à-dire que la plupart des libraires, quand ils organisent des rencontres parce que... Enfin, des rencontres ou des événements parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils considèrent que ça fait... Enfin, ils se posent même pas tellement la question. On le fait parce que voilà, ça semble assez naturel, ça fait partie de notre ADN, enfin on peut le dire de plein de manières différentes. Mais je pense... Alors, c'est un sujet qui est beaucoup questionné en ce moment, et pas que à cause du Covid. C'était déjà une question qui agitait pas mal la profession avant la crise sanitaire. Comment, pourquoi organiser des rencontres en librairie, le modèle économique que ça, parce que c'est évidemment absolument pas rentable. Donc, qu'est-ce que ça apporte ? Enfin, voilà, il y a et des libraires et des éditeurs qui se posent quand même pas mal de questions sur ce sujet-là. Nous, aujourd'hui, on continue à penser que, d'une part, comme je vous l'ai dit, nous aussi, on l'en fait depuis 20 ans parce qu'on aime ça et que ça nous semble naturel. À la limite, même si on ne pensait pas ça, je pense que par raisonnement et par stratégie, on en organiserait. Parce que même si ça n'est absolument pas rentable, je pense que ça contribue grandement à l'image de la librairie.
Et c'est vrai que, moi j'ai toujours cette image-là en tête quand on parle de ça, c'est que régulièrement, il y a des personnes que je croise hors contexte de la librairie ou parfois dans la librairie qui me disent, que je connais pas très bien, mais que je rencontre au hasard, et quand ils me parlent de la librairie, souvent la première chose qu'on dit, une des premières choses qu'on dit, c'est génial tous les événements que vous organisez. Et parfois, ces gens qui me disent ça ne viennent jamais. Ça n'empêche pas qu'ils me disent ça de manière tout à fait sincère. Hein. Ils viennent pas parce que c'est à 18h, parce qu'ils bossent trop tard, parce qu'ils peuvent pas. Donc ça, c'est pas ce que je veux dire. C'est que bien qu'ils ne soient pas ou peu présents à ces rencontres, le premier truc qu'ils disent pour qualifier la librairie, c'est génial ce que vous faites, tous les événements. Donc ça veut bien dire que même quand ils n'y assistent pas, ils trouvent ça super que leur libraire au Havre, ou qu'une librairie au Havre, invite arrive à faire venir le prix Goncourt, Amélie Nothomb, ou Chalandon demain, ou tel auteur de bande dessinée, ou tel auteur jeunesse, et puis des gens moins connus, parce qu'on essaye aussi de faire une programmation quand même il n'y a pas que des vedettes qui viennent. Hein. Donc ça montre bien effectivement l'importance que ça a dans la perception qu'on a vraie, pour nous en tout cas, de la librairie, bien sûr. Je vais citer quelque chose d'actualité, mais c'est que la deuxième fois qu'on le fait, mais je trouve ça tellement bien que j'ai envie d'en parler. C'est notre collaboration avec le Festival Le Goût des Autres, donc qui commence dans 15 jours pour la 10e édition. Et donc on travaille avec la ville du Havre et l'IR au Havre, qui est la structure qui porte le festival depuis le début. Donc on est partenaire depuis le début, et donc on a toujours trouvé ça très chouette de travailler avec ces équipes et de participer à ce festival. Mais depuis alors l'an dernier il n'y a pas eu d'édition à cause de la crise sanitaire, mais donc depuis l'édition 2020, et ça sera de nouveau le cas en 2022, donc là dans 15 jours, non seulement on est partenaire évidemment, mais la librairie accueille des rencontres du festival en son sein dans la librairie. Et finalement, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça a permis même si évidemment on avait une librairie éphémère sur le lieu du festival dans les premières éditions, c'était en un seul lieu, et donc on tenait un stand avec d'autres confrères libraires d'ailleurs. Et donc il y avait quelques personnes de l'équipe de la Galerne qui y allaient, mais les autres, forcément, ils bossaient, la vie de la librairie continuait pendant ce temps-là, sauf le dimanche, éventuellement, ils pouvaient y aller, mais tout le monde était content évidemment qu'on participe au festival, mais il n'y avait pas la même relation. Là, le fait que le festival continue évidemment à essaimer partout dans la ville, parce que cette année il y a encore plus de lieux, c'est très bien d'ailleurs, mais qui est maintenant plein de rencontres le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche à la librairie, fait qu'il y a un vrai... le festival vit aussi à l'intérieur de la librairie. Je trouve que pour notre équipe, c'est vraiment bien, et moi je suis très heureux que cette collaboration ait pris ce tour-là. Et puis je vais juste prolonger pour partager quelque chose peut-être d'un peu plus personnel, c'est que j'aurais pu d'ailleurs dire quand on a parlé des rencontres, c'est que je suis toujours très heureux quand quelqu'un qui est venu assister à une rencontre, le soir même en partant, ou le lendemain, ou à sa venue prochaine, me dise à une des personnes de l'équipe, c'était vraiment chouette, merci beaucoup d'avoir pu inviter ou de m'avoir permis de rencontrer tel auteur, etc. Et je trouve que c'est très... je prends un peu cette image-là, c'est que quand vous invitez des gens chez vous et qu'ils repartent en vous disant on a passé une soirée sympa, et que vous sentez que c'est sincère, c'est pas juste une formule de politesse, c'est que vraiment tous ensemble vous avez passé un bon moment chez vous. Moi j'ai un peu toujours, c'est un peu, ça vaut ce que ça vaut, mais la librairie c'est quand même un peu chez moi, et donc quand on me porte ce témoignage-là, d'abord c'est on se dit qu'on a bien fait, etc. Et c'est toujours des bons moments parce que je ressens la même chose, c'est-à-dire qu'on est content d'avoir pu faire en sorte qu'il y ait des beaux moments qui se passent chez nous, pour les lecteurs, et c'est souvent le cas, pour les auteurs, qui aussi évidemment peuvent nous remercier, plus les éditeurs, etc. Donc ça, d'une manière générale, c'est très gratifiant humainement et intellectuellement. Ma toute première signature, ça a été au festival Le Marathon des mots à Toulouse cet été. Parce qu'avant il n'y avait pas tout avait été annulé. Si j'avais participé au festival Effraction à Beaubourg, mais c'était à huis clos et filmé du coup, donc il n'y avait pas eu de signature. Et ma toute première, j'ai fait 2 signatures le même jour à Toulouse, et ça a été effrayant. Vraiment, j'étais effrayée, angoissée, la nausée, vraiment sévère quoi. Parce que j'avais l'angoisse de la chaise vide, j'avais peur que personne soit devant moi et que je parle dans le vide, avec des libraires qui étaient là pour être gentils et qui n'avaient pas envie d'être là. Je me suis créé un monde d'angoisse totale et de paranoïa.
Et ça s'est bien passé, il n'y avait pas foule, mais j'ai quand même dû signer des livres et c'était assez incroyable de signer mon livre pour d'autres personnes. Après, à nouveau, c'est friable tout ça, donc on en garde un souvenir, mais ni bon ni mauvais, quoi. Et puis après, il y a eu quoi ? Je suis allée à Lillebonne aussi en octobre. Pareil, c'est pas... On est là, on n'est pas là. Ça change pas grand-chose, j'ai l'impression, au cours des choses. Et là, bientôt, Le goût des autres. Mais j'ai pas fait la Galerne, parce que la crise sanitaire. Et j'en ai fait une aussi avec l'université. Je fais une rencontre avec l'université du Havre. C'est plus sympathique quand même, je trouve, que le moment de médiatisation, parce que les intervenants sont des gens qui sont qui n'ont pas nécessairement aimé le livre en tant que tel, mais qui sont intéressés par une rencontre, par la rencontre en tant que telle. Donc, c'est toujours plus chouette que ce moment, ces 10 minutes à la radio où voilà, le temps est compté, quoi, enfin, à la seconde près. C'est un peu plus sympathique. Mais c'est tout aussi effrayant. Les retours sont tellement durs à entendre, dans tous les cas. De ne pas en entendre, c'est angoissant. D'en entendre, c'est angoissant. Quand ils sont positifs, on a l'impression que ça vaut rien. Et quand ils sont négatifs, on est au bout de notre vie. Donc, bon. Et je dis on. Je parle de moi, j'en ai aucune idée de comment ça se passe pour les autres auteurs. Mais les retours, c'est toujours... C'est ça qui est tellement étrange dans l'écriture. C'est qu'on sait très bien qu'on écrit pour un public, mais il y a tellement peu d'écrivains qui sont faits pour la rencontre. On ne sait pas qui on rencontre, en fait. Il y a une rencontre qui se passe quand on écrit. On sait qu'il va y avoir une rencontre physique. Mais le texte est enveloppé de tant de fiction, tant de solitude, de silence, que quand tout d'un coup on doit mettre en lumière tout ça et mettre des mots sur tous ces mots déjà écrits dans un texte, on se dit à quoi bon ? Enfin, tout est dans le livre, en fait. Et quand ça se passe mal, les retours, parce qu'il y a aussi... Moi, j'ai eu aussi des retours négatifs, alors pas en vrai, mais notamment sur les réseaux, sur Internet et tout ça. C'est terriblement blessant. Enfin, je peux pas mentir, quoi. C'est terriblement blessant. La littérature charrie des passions, qui se retrouvent chez nombre de bibliophiles. Laissons Laurent Delacour nous parler de la clientèle de sa bouquinerie. On pourrait croire que chez les bouquinistes, la clientèle essentielle, c'est des gens qui viennent acheter des livres à pas cher d'occasion. Un petit peu, mais surtout, c'est des vrais amoureux de la littérature, quoi. Et puis de l'histoire, surtout, en fait. Parce que la différence entre la librairie en neuf et la librairie ancienne, c'est que la librairie en neuf, c'est beaucoup... Enfin, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a la BD, la littérature pour enfants, mais c'est beaucoup des lecteurs de romans, en fait. Donc, dans les librairies anciennes, chez les bouquinistes, c'est beaucoup plus des lecteurs d'histoire et surtout de récits. Voilà. Et donc ma clientèle, c'est un peu plus ça. Et puis évidemment, il y a aussi la clientèle de ce qu'on appelle la bibliophilie, quoi. C'est-à-dire des gens qui aiment un auteur, qui cherchent les belles éditions, les éditions originales, les ouvrages signés, etc., quoi. Le mot collectionneur et bibliophilie, tout ça, c'est un peu mélangé, parce que c'est un peu péjoratif, en fait. C'est-à-dire que les gens qui connaissent pas ce monde-là, ils imaginent que les bibliophiles et les collectionneurs, ce sont des gens qui achètent un objet, qui achètent une reliure pour une reliure. Voilà, mais en fait, non. Les bibliophiles, ce sont justement ceux qui connaissent le mieux le contenu et qui l'aiment le plus. Voilà. Les bibliophiles, ils n'achètent pas un objet, ils achètent un contenu, malgré ce qu'on pourrait croire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les bibliophiles, en fait, ils font pas de la différence entre l'objet, entre le contenant et le contenu. Après, c'est une question, je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que quand vous aimez un auteur, au hasard, un auteur 19e, je sais pas, du Maupassant, par exemple, c'est un auteur au hasard, ça a plus de goût quand vous lisez en l'édition originale, quoi. Il y a un type qui s'appelle Jules Lemaître, un écrivain fin 10e et début 20e, qui disait que la bibliophilie, c'est ça. C'est qu'une édition originale, c'est la première expression imprimée de la pensée d'un auteur. C'est la première fois où c'était imprimé. Et donc, c'est une couleur particulière de le lire. Puis en plus, quand vous achetez un livre ancien, notamment voilà, qui a plus de 100 ans, l'ouvrage, l'exemplaire, il a eu un parcours, quoi. Il a eu plusieurs propriétaires. Il est arrivé jusqu'à nous. Des fois, il est annoté aussi. Voilà. Donc, voilà. Il y a des gens qui sont indifférents à ça, mais évidemment, les gens d'ici, ma clientèle, non, quoi. Les dernières enquêtes que j'ai pu voir, mais au niveau national, bien sûr, hein, le client de l'e-boy est plutôt une cliente, en majorité, entre 40 et 60, avec un niveau de vie raisonnable. Voilà, je vais le dire comme ça. Ça, c'est une vue globale. Et puis je peux
peut-être aussi compléter mon propos par une idée, en tout cas une envie qu'on a ici, je pense qu'elle est partagée par plein de libraires, c'est que pour nous, la librairie, elle s'adresse à tous les publics. Alors on sait que c'est pas vrai, évidemment, mais on aimerait bien et on essaye de faire en sorte que cela soit le plus vrai possible. Et il y a un moment dans l'année qui est une belle illustration de ça, c'est le mois de septembre. Parce qu'au mois de septembre, dans une librairie, il se passe 2 choses en même temps. La rentrée littéraire et la rentrée scolaire. Alors évidemment, il y a des gens qui sont concernés par les deux en même temps. Vous aimez la littérature, vous êtes à l'affût de ce qui sort, donc au mois de septembre, vous allez dans votre librairie, et puis en même temps, vous avez des enfants qui font leur rentrée scolaire, et donc il faut acheter les livres qui sont demandés par les enseignants. Donc ça peut être la même personne, et auquel cas, mon propos n'a pas grand intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça concerne aussi des personnes très différentes. Ça peut concerner des personnes très différentes. Et là, pour le coup, on va retrouver dans une librairie, et donc c'est très vrai ici, au même moment, à quelques mètres de distance, des gens, mais vraiment des clients hyper fidèles de la librairie, qui sont hyper pointus en littérature, qui viennent 4 fois par semaine à la Galerne et qui sont meilleurs que nous, qui savent plein de choses et qui lisent tout, etc. Et à 3 mètres de là, quelqu'un qui rentre pour la première fois à la Galerne, peut-être même pour la première fois dans une librairie, qui ne connaît pas du tout comment ça fonctionne, et qui vient parce que le prof de son fils ou de sa fille a demandé le bourgeois gentilhomme, ou j'en sais rien. Et donc, pour moi, c'est un moment que j'aime beaucoup parce qu'il est assez représentatif de ce que je voudrais que soit notre librairie. C'est-à-dire que c'est une librairie, c'est un lieu dans lequel tout le monde, chacun est le bienvenu. Et qu'on soit grand lecteur, pas lecteur du tout, qu'on sache pas comment ça marche, venez et on s'occupera bien de vous. Avec ma propre fille, en l'occurrence, j'ai une première fille à laquelle je lisais beaucoup de livres, jusqu'à ce qu'elle puisse se débrouiller de lire toute seule. Et j'ai eu une deuxième fille 6 ans après, et elle était plus à l'écoute de sa sœur qui avait 6 ans, donc quand la petite avait 6 ans, l'autre avait 12, elle était plus attirée parce que la grande écoutait ou lisait, donc je lui ai lu des trucs, mais moins, il y avait moins de demandes, moins d'envie. Et autant la première, je l'emmenais dans les bibliothèques, j'avais beaucoup de temps, enfin c'était ma première fille. Autant la deuxième, elle n'avait pas envie d'aller dans les bibliothèques. Et je la voyais tout le temps quand elle a eu l'âge d'avoir un portable, je la voyais tout le temps sur son portable, alors que la première, pas tellement. Et je me disais, elle ne lit pas, elle est sur son portable, mon Dieu. Elle faisait plein de fautes d'orthographe, évidemment, parce que quand tu lis pas, il n'y a pas de miracle. Moi, je sais que j'ai beaucoup lu quand j'étais petite et que mon orthographe, elle est plutôt pas trop mal. Et la grande, c'est pareil. Mais la petite, c'était une catastrophe, les dictées et tout ça. Et puis, quand même, je suis revenue sur ce que je pensais parce qu'elle a grandi, elle a maintenant 19 ans. Et en fait, des fois, il y a des moments où j'écoutais, je dis, mais qu'est-ce qu'elle écoute ? Et elle écoutait, des fois, un cours de philosophie, où des fois, je regardais sur quoi elle était. Elle était sur un bouquin numérique, enfin sur son portable. Et puis, j'ai bien vu, parce que je recevais, tant qu'elle était au lycée, je recevais ses bulletins, Et là, je me dis, mais en fait, ça va, quoi. Elle était super note, elle a eu un bac avec un 18 sur 20 en français, 20 sur 20 à l'oral, et je pense 16 à l'écrit, donc voilà, quand même. Et je me suis rendu compte qu'elle est de la nouvelle génération du numérique. Ma première fille, elle était entre deux. Moi, j'avais pas de portable quand elle est née. Voilà. Et la deuxième, elle est vraiment née dans le numérique. Et en fait, elle s'est formée. Elle n'ouvre pas forcément un bouquin. Mais par contre, des fois, elle me demande de corriger des trucs. Et je me dis, waouh, elle a écrit ça ? Je serais incapable d'écrire ça, quoi. Donc, en fait, elle s'est fait sa propre éducation, je dirais, scolaire, à sa manière. Et que, évidemment, j'avais l'œil, mais je pense qu'il faut faire confiance par moment aux gamins. Bon, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai de la chance avec ma poulette parce que, voilà, maintenant, elle choisit ce qu'elle écoute. Et puis, mais vraiment dans tous les domaines. L'autre coup, elle m'a dit, oh, j'étais à mon premier meeting politique. Moi, je suis jamais allée à un meeting politique, par exemple. Elle est allée à son... Voilà. Et en fait, elle a vraiment des arguments, quoi, parce qu'elle écoute des trucs extrêmement intéressants. Donc, je me dis que le numérique
à bon escient, bien utilisé, si tu as quand même une ouverture d'esprit, même si tu résistes un peu, il peut être bénéfique. Et de toute façon, on est dans la génération maintenant, là, ils sont nés là-dedans. Donc, c'est pas la peine de regretter quand j'allais chercher mes livres à la bibliothèque. Ils vont faire différemment, en fait. Alors, en fait, c'est ça. Quand je dis qu'il n'y a plus beaucoup de lecteurs, les enfants lisent beaucoup, les préados commencent à ne plus lire. Et des collègues, des copines qui sont documentalistes m'ont dit le moment d'arrêt, c'est 4e. En 4e, terminé. Alors, les hormones, tout, on a des choses plus importantes à faire. Mais quelquefois, on ne revient pas vers le livre. On a complètement arrêté. Et puis, quelquefois, bon, si on revient. Enfin, on nous dit aussi que les gens n'ont jamais autant lu. Mais quand on dit ça, c'est quand ils sont sur leurs réseaux sociaux et qu'ils lisent 3 lignes, ou quand ils lisent le journal sur le téléphone. Ou... Pour moi, c'est une très très bonne chose. Sacha Lejeune, bookstagrammeuse. Déjà parce que ça incite les plus jeunes à lire, parce qu'il y a beaucoup de personnes très jeunes sur Instagram. En plus de ça, si on n'a pas forcément une famille avec des gens qui lisent, c'est presque libérateur de voir autant de personnes qui aiment les mêmes livres que toi ou qui peuvent lire la même chose. C'est lié à l'enfance, souvent, la lecture. C'est pour ça que quand le coche il est loupé, c'est compliqué. Mais à tout moment, il peut y avoir cette rencontre entre le livre et l'individu. Et là, pouf, il y a un truc qui s'ouvre. Parce que si c'est possible une fois, l'individu comprend que c'est possible une autre fois, quoi. Pour moi, il y a des publics qu'on n'arrive pas à toucher parce qu'ils ont cette appréhension-là que la bibliothèque est élitiste et qu'ils ne seront pas à leur place. Enfin, ils vont se sentir en fait en difficulté en venant. Mais c'est effectivement pour ça que la médiation culturelle travaille à faire venir en fait les groupes qui ont des difficultés de lecture pour différentes raisons et les amener à, en fait. Oui, après on peut percevoir que pour certaines personnes, la bibliothèque reste un univers étranger. Je dirais que moi je le perçois assez rarement parce que déjà les gens qui viennent, c'est qu'ils ont déjà franchi le pas en fait souvent. Et après ils se rendent, je pense, assez vite compte, en tout cas je peux parler que de mon rayon, mais en tout cas je pense qu'ils se rendent assez vite compte qu'il y en a pour tout le monde en fait. Pour tous les niveaux de lecture, des bouquins énormes, des séries gigantesques, mais aussi des tout petits livres. Voilà, donc il y a vraiment tout. Moi, je ressens plus ça sur souvent des scolaires qui viennent emprunter le livre que le prof leur a demandé de lire et qui viennent surtout chez nous pour à tout prix éviter d'acheter un livre. Encore pire, un livre conseillé par un prof. Donc, moi, c'est plus là où je ressens je dirais pas une hostilité, mais en tout cas une appréhension par rapport à la lecture. Mais voilà, j'espère que ça change quand même. Je pense que quand même faire venir des scolaires en bibliothèque... mais le fait que la bibliothèque, elle est pensée comme un lieu de vie, au final, presque, avant d'être une bibliothèque. Elle a été conçue pour que en fait, les gens se sentent bien en fait, dans ce lieu et aient envie d'y rester. Du fait, ça amène par sa conception, les actions, les services qu'elle propose, ça amène quand même continuellement des publics qui ne fréquentaient plus la bibliothèque. Je le vois surtout aux jeux vidéo, où en fait, y a le fait de l'adolescence où on les perd forcément un petit peu, parce que ils ont d'autres activités à côté. Et en fait, quand ils reviennent, effectivement, il y a cette appréhension de « je vais faire du jeu vidéo, mais je suis quand même dans une bibliothèque, ça m'étouffe ». Et in fine, ils vont revenir une fois, voilà, ils sont très frileux au départ, ils viennent une fois, 2 fois, parce que c'est le jeu vidéo qui, entre guillemets, les amène ici, et parce que leurs amis sont ici. Et au final, après, 3 mois après, on les revoit en train d'emprunter des BD ou autre, ou des mangas, enfin souvent, ou de la SF. Donc là, on se dit aussi qu'effectivement, là, on a conquis ou reconquis. Oui, je pense qu'il y a des portes d'entrée, effectivement. Quand on SF, on a des séries inspirées de jeux vidéo, ou quand on a des livres qui ont donné lieu à des séries Netflix ou des choses comme ça. On sait que ça, c'est les portes d'entrée pour nous. Je pense que nous, en fait, un espace comme celui qu'on a, c'est aussi ce lieu pour ça, quoi. C'est-à-dire, c'est un lieu où on va, pas forcément pour lire
voilà, ça peut être pour passer un moment, pour regarder un truc, pour rencontrer des gens, pour utiliser un ordi, pour imprimer un truc, etc. Mais on fournit cette opportunité, en fait. Ce potentiel accès à la lecture. Je pense que c'est ça, en fait, aussi. Y compris sur des publics qui, a priori, ne venaient pas forcément pour lire, en fait. Oui, j'aime bien lire, oui, j'aime bien. Après, j'ai pas eu trop l'opportunité, mais j'aime bien. Laetitia David, étudiante. Vous, c'est que j'y pense pas, en fait. Je sais pas, c'est pas une activité que je pratique. Est-ce que tu lis plus sur Internet, peut-être ? Peut-être, oui. Peut-être un peu plus sur Internet. Les fois où tu lis, c'est plutôt des romans, c'est plutôt des histoires courtes ou des mangas ou des BD ? Du coup, je lis pas de livres. Peut-être des livres de cours, des choses qui ont rapport avec les cours, ou des choses pour m'informer, pour apprendre des documentaires, des choses comme ça. Est-ce que dans un monde idéal, tu aimerais y consacrer plus de temps ou pas ? Oui, c'est vrai que oui, c'est important, ça se perd. C'est vrai que c'est dommage que je lise pas assez, ça apprend beaucoup de choses aussi. C'est comme ça. Quelquefois, je peux lire des livres de cours, sinon, mais pas des romans, des choses comme ça. Ça m'est très rarement arrivé. Pour tes cours, exposés ou ce genre de choses, est-ce que tu vas être plus aller vers le livre ou tu vas plus aller vers le support numérique ? Vers le support numérique, oui, quand même. C'est plus rapide, quand même. Le milieu scolaire est certainement l'un des premiers lieux de médiation autour de la lecture. L'enjeu est important, former les lecteurs de demain. Ça a pu m'arriver en cours de lire le livre en entier pratiquement, un peu comme a fait Pénac quand il avait fait son bouquin. Et là, effectivement, il y a des fois où on voit que ça peut changer quelque chose, ça peut apporter quelque chose. Et c'est vrai que si je lis un livre ou des passages d'un livre à des élèves, on peut s'apercevoir que ça peut tout d'un coup les intéresser plus. Et que ce soit le prof qui le lise avec la capacité qu'il a à lire, sans forcément mettre le ton, mais en tout cas de manière fluente, voilà, et que ce soit pas une autre élève qui a du mal à lire et qui empêche la compréhension, on voit bien que ça peut jouer, que ça peut avoir un intérêt. Mais je pense pas qu'on réussisse à faire venir au livre comme ça. Je crois pas. Avec les collégiens, on a essayé d'être malin parce que faut susciter le désir. Et le désir, il vient un peu avec... Waouh, si je dis je suis comédienne, le premier truc, c'est t'as joué dans quel film au cinéma ? Moi, j'ai fait très peu de cinéma. Dans la télé, des téléfilms et des tout petits rôles. Donc, comédienne de théâtre, ils s'en fichent si je leur dis que j'ai tourné plusieurs années sur un plateau. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que généralement, au tout début de l'action, avant que l'action ne démarre, moi, je leur lis un court texte avec micro. Donc, vous amplifiez. Là, ça pose un peu. Ça, c'est mon métier. Ça, je sais faire. Et moi, je vais vous montrer un tout petit peu comment vous allez pouvoir faire. Voilà. Donc l'idée, c'est pas vraiment de faire du théâtre, c'est de leur donner les clés pour qu'ils arrivent à lire correctement. Et en règle générale, quand ils lisent, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, ils ne respectent pas du tout la ponctuation, ils enchaînent mot par mot. C'est comme lorsque tu penses, tu as un souci. Tu penses à un truc, mais tu es en train de lire ou tu es dans une salle d'attente et tu écoutes la conversation de quelqu'un d'autre. Donc tu lis, mais tu ne sais même pas savoir ce que tu as lu. Mais tu as lu la phrase, mais dans ta tête, tu as enchaîné les mots. Tu n'as rien compris de ce que tu as lu parce que tu écoutais le truc d'à côté. Et ça, on sait bien que les gamins, ils ont aussi du mal. Ils ont énormément de mal à se concentrer, par exemple. Donc là, en appuyant un petit peu dessus, du coup, il faut un peu plus attention. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Hein. C'est pas en 6 heures qu'on peut, à 30 gamins, qu'on peut faire des miracles. Mais quand même, souvent, le prof nous dit il y a du mieux derrière. Il y a du mieux, on sent qu'il y a des choses qui ont progressé. Et puis la prof aussi, elle écoute, elle regarde et elle écoute comment on a fait. Et une fois, quand même, on a travaillé sur le site de Corneille pour des 4e à Bolbec. Et je me suis dit, là, ça va être dur. Et puis, en finale, moi, ça m'est revenu parce que j'ai joué Chimène dans mes jeunes années. Donc, je maîtrisais totalement le texte et les enjeux parce qu'on avait travaillé dessus. Ça n'a pas été du tout facile. À Bolbec, en 4e. En 4e, les enfants, c'est compliqué parce que 6e, 5e, c'est encore des petits. Ils ont encore des étoiles plein les yeux et ils te font confiance. 3e, ça y est, ils sont grands, ils sont un peu plus raisonnables, puis ils vont bientôt aller en seconde. Et 4e, c'est vraiment l'âge bête. Je suis désolée s'il y en a qui écoutent ça. Ils sont entre deux, quoi. Ils sont aussi beaucoup dans la rébellion. Et le CID, c'est quand même pas très facile. C'est des alexandrins, c'est pas simple, quoi. Donc, il a fallu s'accrocher un petit peu. C'était plus dur. Mais on l'a fait quand même.
C'est plus facile des textes contemporains pour le peu de temps qu'on a à travailler. Puis moi, je suis pas très branchée non plus texte classique. Molière, ça va, parce que c'est des textes faciles, les fourberies de Scapin, mais tu me demandes le bourgeois gentilhomme ou des choses comme ça, là, c'est plus dur, quoi. Mais généralement, c'est la demande des profs qui commencent à aborder Molière en 6e et 5e. Et du coup, si tu commences ça en 6e, et que le gamin, il rentre dans le jeu et qu'il comprend, pour lui... et pour le prof de français, pour les profs de français, ça va être de plus en plus facile parce qu'ils vont se dire « Ah ouais, c'est pas dur en fait, ça veut dire ça en fait, c'est juste parce que les expressions, elles me font penser que c'est dur, mais en fait, par ma foi, tétiguer, c'est juste des expressions comme « Oh mince » ou des trucs comme ça, donc c'est pas si dur que ça. Donc ah ouais, je comprends, et du coup, la suite de leur enseignement en français est plus facile. Enfin, je l'espère. Mais l'idée, c'est que dans cette lecture à voix haute, ils puissent apprendre à articuler, à parler fort et à s'imposer. Et en mettant un châle, des fausses lunettes, une canne, en jouant un peu comme lorsqu'on joue quand on est des gamins. Et ben du coup, tu retrouves une certaine liberté, tu te préoccupes plus du regard des autres parce que tu t'amuses et du coup, tu lis vraiment, tu joues vraiment. Et là, il y a des petites choses qui se libèrent. Et d'ailleurs, la prof me l'a dit. Ils sont super contents du projet. Je commence à voir des améliorations. Il y a même un gamin qui est autiste et qui parle comme ça. Enfin, c'est super compliqué. Je lui ai confié un rôle. Et d'habitude, il loupe tout le temps les cours. Il ne vient pas. Enfin, c'est vraiment un gamin en grosse difficulté. Et là, il est là tout le temps et il est super content, quoi. Donc, pour moi, c'est un vrai bonheur. C'est compliqué, les collégiens. Moi, j'ai eu pas mal de beaux textes, pas forcément super écrits, mais très pédagogiques, sur Rosa Parks, sur Martin Luther King, sur des personnages forts de la défense des droits de l'homme. Bien évidemment, des histoires d'amour. Et puis des contes, beaucoup de contes. Les jeunes femmes, ouais, j'ai eu du Twilight, j'ai eu des paroles de rap aussi, parce que j'autorise également des paroles de chansons en français. Soit ils vont craquer sur un truc qu'ils ont étudié avec le prof, ils vont dire bah ça je vais le lire, soit il y a un travail vraiment avec la documentaliste, ou alors j'ai affaire à des élèves un peu plus matures qui disent bah moi voilà Rosa Parks, moi. Mais ils sont pas tous au fait des sorties éditoriales du monde de l'édition pour les ados, quoi. Non. Par contre, quand on dit qu'ils lisent pas, si, ils lisent leurs textos, ils lisent plein de choses sur leur portable. Moi, je suis pas catastrophée du niveau de lecture auquel je suis confrontée, parce que, comme c'est quand même sur la base du volontariat, même si quelquefois j'ai des élèves en grande difficulté parce que, dysphasie, dyslexie, et qui sont quand même volontaires, bégaiement, et qui font un travail remarquable en 3-4 séances, et ils dépassent tout ça. Moi, je suis pas catastrophée par le niveau de lecture des élèves. Après... il y en a qui supportent pas de lire à voix haute, et comme il y en a qui supportent pas d'entendre des textes à voix haute. Moi, j'ai des copains qui viennent jamais m'écouter. Ils aiment pas qu'on lise un texte pour eux, quoi. Et ça, je peux l'entendre aussi. Là, on parle beaucoup des collégiens et de l'école primaire. Tout dépend beaucoup des difficultés, quand il y a vraiment des difficultés. Par exemple, le bégaiement, moi, très vite, j'entends. Je dis, tu bégayais pas quand t'étais petit ou... Bah oui. Bon, une fois qu'on a balayé ça, la dyslexie, mais t'as pas des problèmes de dyslexie, ouais. Bon, bah écoute, on va taper ton texte. On va mettre des intermarches plus grandes, on va écrire en caractères plus gros. Voilà, des trucs qui facilitent comme ça. Après, des appréhensions, oui. Alors ça revient et chez les adultes et chez les gamins. J'aime pas ma voix. Ah, j'aime pas ma voix. Et en même temps, il y a un plaisir du travail au casque, quand même, de réécouter ce qu'on vient de faire. Non, c'est plus... je suis confrontée à plus de problèmes de concentration, en fait. Je me rends compte. Tout ce qui est, faut que tu respires là, donc on met des petits signes, là, on crée même des fausses virgules, on met, là, faut que tu respires. Enfin bref, c'est plus des soucis sur la concentration. Se concentrer 45 minutes, c'est... Et en radio, ça dure 5 minutes, l'enregistrement. Donc là, il y a une espèce de... On a fini le travail, c'est l'acmé, pouf, je donne, c'est fini. Ben ouais, c'est fini. Mais je me suis trompée. C'est pas grave, l'ingénieur du son, il va monter, t'inquiète pas. Ça va être nickel. C'est quand même sur la base du volontariat. Moi, je vais pas faire ça avec un gamin qui est terrorisé, tétanisé, et pour qui la lecture est vraiment un cauchemar. C'est pas possible, ça.
faut qu'il y ait quand même un peu une notion de plaisir. Puis c'est une lecture, c'est devant un micro, il y a les casques. C'est pas. J'anime aussi des ateliers théâtre avec des ados. C'est pas pareil. Monter sur scène, beaucoup pensent c'est facile, on monte sur scène. Ouais, puis tu fais quoi de tes mains, et puis tu fais quoi, comment tu bouges. La lecture, souvent ils sont modestes, quoi. Parce que souvent ça lit trop vite, ça respire pas bien, donc ça coupe la phrase. Et alors quelle victoire quand on passe une phrase un peu difficile, quand on n'arrive pas à articuler quelque chose. Je leur dis c'est du travail, moi aussi je répète, moi aussi il y a des moments où c'est difficile, donc moi aussi je vais répéter quelque chose de très difficile pendant 5-6 fois de suite pour le faire passer. Faut bouger la bouche, c'est un travail de sportif, faut muscler la bouche. Moi quand je leur dis que quand je prends un bain et que je lis, c'est à voix haute pour toujours muscler l'appareil phonatoire. Ah bon ? Mais j'espère que tu vas faire ça pendant les 3 semaines, on va se voir. Que ton texte le soir dans ton lit, tu vas le lire à voix haute. Ah bon ? Non, il y a beaucoup de modestie par rapport à l'exercice. Même si ça fait un peu le kéké quand ça arrive en radio, et que la lumière rouge s'allume, et que là on fait un peu... Alors je ne vais pas citer les radios de jeunes, hein. Et dès qu'on dit attends là t'es à l'antenne, plus personne. Mais ils donnent, ils sont généreux. Les gamins, ils sont généreux. C'est détendu, et par contre, il faut que ça bosse, quoi. Le texte n'est pas seulement un texte à lire, parce que des fois, il y en a qui lisent pas, donc c'est rébarbatif, mais que ça peut être du jeu, et qu'on peut s'amuser. Vous pouvez parler, vous pouvez vous amuser, donc faites-le, quoi. Et ça leur donne une certaine, je dirais pas à tout le monde, évidemment, mais une certaine confiance en eux. Ils s'amusent, ils se rendent compte que c'est pas si dur que ça, et ça les aide, du coup, pour la suite de leurs études. En fait, du coup, on a des fois des retours de profs qui nous disent c'est génial parce qu'en fait, ça y est, certains lisent beaucoup plus facilement ou certains s'expriment plus facilement à l'oral. C'est pas pour en faire des comédiens ce qu'on fait, c'est plutôt pour leur donner envie de s'ouvrir à la lecture et puis aussi qu'ils se rendent compte que dans leur vie de tous les jours, ça va plutôt les aider, quoi. Ça va les aider et peut-être même les amuser, en fait. Mais il y a des fois, par exemple, des profs qui sont défaitistes en disant oh là là, le niveau est bas, et qui sont fatigués aussi. Il faut reconnaître qu'en ce moment, à l'éducation nationale, je côtoie beaucoup de profs, hein, et ma fille est prof aussi, donc j'en parle beaucoup. Des fois, ils imaginent le niveau très très bas. Et puis des fois, il suffit juste peut-être d'un petit coup de pouce, c'est-à-dire que si j'arrive et que moi, je les connais pas, donc j'arrive pas à décourager, fatiguée, les 8h du matin, je me dis, là là, ça va être dur, ils ont du mal. Moi, j'arrive et j'ai 6 heures, et donc il faut que je donne tout en 6 heures. Donc peut-être que ma façon de faire, un peu ludique, et puis ils me connaissent pas, donc ils m'ont pas testé, ils savent pas trop comment... Ils n'ont pas le temps, enfin je veux dire, ils n'ont pas le temps de me tester. Donc peut-être ma façon de faire, du coup, ouvre ils se disent pourquoi pas. Et finalement, des fois, je leur dis, mais finalement, c'est pas si mal. Je rencontre des classes où les gamins, ils ont vraiment beaucoup plus de mal, quoi. Non, c'est pas... je suis plutôt contente, en fait. C'est plutôt bien, en fait. Ils lisent pas trop mal, quoi. C'est bien. C'est pas tant le fait de lire. Parce que de toute façon, lire, ils n'ont pas besoin de moi pour lire, ils ont des cours de français. C'est juste leur donner envie de plus s'investir dans la lecture, de mieux comprendre les choses et à quoi ça peut leur servir. Si la période scolaire est un moment particulièrement charnière, il n'y a pas d'âge pour être sensibilisé à la création littéraire. Aujourd'hui, de nombreuses actions de médiation s'adressent aux adultes et s'appuient sur leur participation active. Le dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Ça va. Alors celui-là, moi j'adore le titre. Celui-là, il est né d'un atelier d'écriture, même de plusieurs, mais bon, surtout d'un. Un atelier d'écriture qui existe au Havre et où chacun, à son tour, propose un thème. Et donc là, en l'occurrence, c'est moi qui avais proposé le thème et c'était le thème de la catastrophe pour chacun. Mais ça ne parle pas du Covid. Et donc, chacun a vu à son niveau, et ça peut être des histoires quelquefois un peu amusantes, aussi bizarres que ça puisse paraître. Et donc, c'est né comme ça. Donc là, c'est des gens qui sont branchés bouquins, qui sont tellement branchés bouquins qu'ils ont envie d'en écrire, en fait. Et là, je leur ai donné, entre guillemets, l'opportunité d'écrire un petit quelque chose et d'être publié quelque part. Voilà. Et donc là, ce sont des gens...
qui se connaissent et qui, au fur et à mesure... Alors, étonnamment, en plus, atelier d'écriture avec autant d'hommes, voire plus d'hommes que de femmes. Alors là, ça, c'est incroyable. Habituellement, ça n'existe pas. C'est que des nanas. Mais bon, de même que d'ailleurs dans les réunions autour des bouquins, le plus souvent, c'est des réunions avec des femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne lisent pas, mais par contre, ils n'ont pas forcément envie de parler de ce qu'ils lisent, je pense. Ou bien peut-être ils lisent peut-être des livres plus... genre essais, mais même on pourrait parler d'essais. Moi, j'en lis, mais c'est pas ce qui se passe. J'ai commencé à animer donc, des ateliers d'écriture il y a 2 ans avec le Red Star. Donc c'est un club de foot à Saint-Denis, à Saint-Ouen. En fait, c'est une ancienne amie du lycée qui travaille autour de l'art. Je pense qu'elle est commissaire d'exposition, il me semble. En tout cas, elle travaille pour des expositions, pour des artistes, photographes. Et elle m'a proposé d'animer des ateliers d'écriture autour d'une expo photo qu'elle allait faire, réunissant plusieurs photographes, et les jeunes licenciés du Red Star. Donc c'est des jeunes footballeurs et footballeuses. Et eux devaient écrire les cartels, donc les explications pour les photos, mais c'était pas des explications concrètes, il fallait qu'ils écrivent des poèmes du coup, c'était une écriture complètement libre. Et j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture avec eux, plusieurs sessions de 4 heures je crois. On arrivait là-bas le samedi à midi, on restait jusqu'à 19h et on écrivait, on lisait les textes et ça a été une expérience vraiment, j'en garde un souvenir incroyable quoi, très vivant. Très vivant comme souvenir et avec des jeunes personnes qui n'avaient pas de contact du tout avec l'écriture, qui associaient ça à l'école, à l'orthographe, du coup à la punition. Et moi, mon travail là-dedans, ça a été de laisser leur individualité s'exprimer et de leur permettre aussi... Donc ça a été une très belle expérience parce qu'il y a une exposition absolument géniale avec une soirée derrière qui s'est super bien passée. Ensuite, j'ai animé des ateliers pour le centre de loisirs du 10e arrondissement l'année dernière, à Paris aussi. On me demande... c'est plus simple d'avoir du travail à Paris qu'ici, malheureusement. Et là, j'ai fait une semaine avec des gens de tout type. Pareil, c'est toujours ouvert à tous généralement. Donc, on se retrouve avec des gens de tout âge, de tout horizon, qui ont tous des ambitions différentes. Et on a écrit pendant 3 ou 4 jours... des après-midi entières et puis à la fin il y a eu une restitution sur une scène et là c'était nous qui choisissions, chaque écrivain qui animait des ateliers choisissait les thèmes. Je crois que j'en avais pas vraiment, c'était autour de la jeunesse et de l'urbanité, mais bon c'est des prétextes et là celui que je vais animer au 3e trimestre scolaire, ça sera avec l'école Georges Sand. Et comme c'est une primaire, je pense qu'on va travailler autour du conte et de comment moderniser un conte. Et il y a énormément de classes. On doit travailler avec à peu près 5 classes. Et on a très peu de temps, donc je vais essayer de créer quelque chose de ludique. Là, c'est plutôt plus technique dans l'organisation et dans la stratégie que vraiment de l'écriture. Parce qu'on n'aura pas de temps, en fait. Et comme l'écriture, c'est du temps, va falloir trouver des chemins pour les amener à l'écriture, ces enfants. Et et à côté, j'anime des ateliers de théâtre. Donc là, c'est vraiment du théâtre, de la mise en scène, quoi. Et de la direction de jeunes acteurs. On avait travaillé, en fait, avec un recueil de poèmes qu'on a mis en images. Donc il y avait cette association, en fait, entre le texte et l'image. Donc s'approprier, en fait, l'œuvre de la personne et pouvoir, en fait, derrière, l'associer, en fait, avec d'autres images. Moi, ça m'avait parlé, en fait, parce qu'après, on avait fait une lecture publique de ses poèmes au sein de l'exposition, et du coup, ça donnait une autre dimension aux mots, et qu'effectivement, c'est subjectif, parce que chaque photographe qui avait été investi sur ce projet allait pas forcément mettre la même image, en fait, derrière le texte, et c'est ce que la poétesse recherchait également, parce qu'elle avait sa vision de ses poèmes et elle avait des images préconçues. Et quand elle a vu le résultat, elle était satisfaite, mais effectivement très étonnée, parce qu'elle n'avait pas vu certaines choses ou pas pensé de cette manière. Moi, ça m'a marqué, travailler sur ce projet. Dans les quartiers, tous les mois, on peut réunir des gens pour parler des sorties en édition, des bouquins, partager ce qu'on a lu. Et moi, je me mêlais à ça pour parler de l'opération.
Là, en gros, j'ai un panel de 150 personnes havraises avec 20 très très bons lecteurs sur qui je peux absolument compter en disant voilà, est-ce que tu serais libre, je connais les voix. Et là, bon, tout s'est mis un peu en arrêt avec le Covid, bien évidemment. Donc, je vais relancer la machine en février. On a de nouveau eu de la com sur le site. Et puis, c'est le bouche à oreille. Il y a des gens qui sont tellement contents de l'avoir fait, qui le disent à leurs copains, copines. Voilà comment ça se fait pour les Havrais lambda. Mais c'est sympa. J'ai eu une maman avec sa fille de 7 ans. J'ai eu des gens très âgés qui ont lu. Et là, je suis allée les enregistrer. Ils sont pas déplacés à la radio. Et je suis allée les enregistrer dans leur résidence de personnes âgées. Par contre, je tiens à ce que les collégiens et les Havrais viennent en radio. C'est le point d'orgue un peu. On est vraiment dans une cabine radio. Voilà. Les collégiens et les primaires adorent, les élèves de primaire adorent être en cabine. La consigne étant la même pour tous, vous choisissez un texte que vous aimez, un extrait de texte que vous aimez. Par exemple, en maison de retraite, je me souviens d'un monsieur qui m'a pris la fable du corbeau et du renard. Souvenir d'enfance. Voilà. Donc, je pense que c'était quelqu'un de très éloigné de la lecture, avec des difficultés. Mais voilà, on y va. Et ce plaisir de dire ce texte. Les gamins dans les bahuts, ils vont choisir un texte de rap. Alors après, il y a un travail un peu de pédagogie fait avec l'enseignant. Faut pas que ce soit vulgaire, faut pas que ce soit outrancier, misogyne, phallocrate. D'ailleurs, il y a des très bons textes de rap. Hein. J'ai eu aussi un discours d'une comédienne à l'ONU sur la place de la femme. Ça a été choisi par une collégienne. Incroyable. Non, il n'y a pas de... Par rapport aux personnes éloignées. En prison, des détenus ont lu aussi. Et alors, j'ai eu des gens un détenu qui avait appris à lire et à écrire en prison. Et alors, forcément, les textes sont plus courts. Mais voilà, il y a eu le plaisir de le travailler, et il y a eu le plaisir de l'enregistrer. Et donc là, c'est pareil, ils ne sont pas venus en radio, c'est la radio qui s'est déplacée. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, comment vous a été transmis le goût de la lecture ? Ont participé à cette émission Corinne Bellet, Chana Haddad, Olivier Aventin, Mélanie Louiset, Isabelle Ferron, Catherine Emery-Bernet, Serge Van Stock, Laurent Delacour, Sacha Lejeune, Laetitia David. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette émission. Nicolas Dubosc d'avoir fourni la musique pour l'habillage, Laurent Saugereau, Josépha Cuvier, Guillaume Lemignot, Philippe Bardot. Cette émission a été réalisée par Maëva Chevalier, Maëlle Latouche, Marie Lecroc, Victorine Montier et Delphine Thibault. Dans le cadre du DUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine. Ce projet est soutenu par le Crous, l'Université du Havre, le département Infocom, le Bureau des étudiants. Avis à nos chères auditrices et auditeurs. Notre prochain épisode sera la captation de la table ronde sur le thème de la lecture et de la jeunesse, qui réunira de nouveaux professionnels des métiers du livre. Restez connectés!